Bonsoir Nora Bussini. Alors vous êtes journaliste d'investigation, je devrais dire même journaliste d'immersion maintenant. Vous collaborez à Marianne, au Point et à Factuel. Et vous avez sorti chez Albin Michel un livre qui fait couler beaucoup d'encre et même de salive, si j'ose dire. Les nouveaux inquisiteurs, l'enquête d'une infiltrée en terre woke. C'est un véritable voyage clandestin en wokistan que vous proposez, une immersion pendant 1 an chez les militants du wokisme. Tout d'abord, Nora Bussini, pour les non-initiés, expliquez-nous ce qu'est le wokisme et qui sont les wokistes. Déjà, bonsoir, merci de me recevoir. Oui, alors effectivement, le terme woke est un terme assez galvaudé. Moi, je voulais pas qu'il apparaisse dans le titre de mon livre parce que j'ai l'impression que on peut parfois à tort et à travers qualifier un peu tout le monde de woke. Initialement, le terme woke, ça veut dire éveillé. C'est un terme américain qui d'ailleurs est né aux États-Unis et qui signifiait pour des militants être éveillés aux discriminations qui les entourent. Donc c'est un terme qui est sorti, si je ne m'abuse, dans les années 70, mais qu'on a vu vraiment revenir et être utilisé pendant le mouvement Black Lives Matter. En France, il est arrivé un peu plus tard. Il était notamment repris à l'époque officiellement par des militantes, comme nous, on a une militante antiraciste qui s'appelle Rokhaya Diallo. Et Rokhaya Diallo, par exemple, se disait elle-même elle estimait être woke. Et aujourd'hui, une personne woke, c'est une personne qui va être, en tout cas, c'est comme ça que je l'observais, dans un extrémisme du progressiste. C'est-à-dire que ce sont des militants qui, sous couvert d'idées progressistes et inclusives, vont finalement vers des extrêmes sous prétexte de faire avancer les luttes. Alors, en fait, est-ce que la gauche considère que les wokistes sont d'extrême droite, mais en réalité, vous les présentez, et pas que vous d'ailleurs, le monde anti-wokiste les présente comme d'extrême gauche. Alors ils sont où exactement, d'après vous? Alors nous, en tout cas en France, c'est vrai qu'on est assez lucide sur la question woke, même du côté de la gauche républicaine universaliste. De la droite également, on voit très bien que ce sont vraiment des militants d'extrême gauche. D'ailleurs, moi, pendant mon immersion, je l'ai faite pile pendant les dernières présidentielles. Et d'ailleurs, on nous incitait, il était même dit qu'il fallait qu'on aille voter LFI. Donc, c'était vraiment une extrême gauche avec une étiquette qui est celle de la France insoumise. Et alors, à l'époque aussi de la NUPES, mais en tout cas, tous les pôles d'extrême gauche et écologique également. Alors, on vous suit dans ce livre. On vous suit dans votre immersion totale, mais on s'aperçoit en réalité que petit à petit, ce monde glauque qu'est le wokisme ou les wokistes, c'est carrément un monde sectaire. Est-ce que vous considérez que c'est un monde sectaire sans gourou, par exemple ? Oui, le terme sectaire est très bien choisi en effet, puisque déjà le propre d'une secte, c'est qu'il est très facile d'y rentrer et très difficile d'en sortir. Et c'est ce que j'ai pu observer dans ces luttes militantes. D'ailleurs, en plus, la plupart de ces jeunes militants qui entrent dans ces groupes-là se retrouvent un petit peu souvent catapultés dans une nouvelle ville dans le cadre de leurs études. Et en fait, ils ne connaissent personne, ils rejoignent des groupes militants pour pouvoir se faire des amis et faire des connaissances. Donc déjà, il y a quand même tout un rapport de noyau. Et en fait, à partir du moment où on n'est plus aligné avec certains comportements d'un groupe militant, moi j'avais discuté avec des militants qui étaient très engagés, qui en étaient revenus justement de tout ça et qui disaient moi par exemple j'ai été cancel, j'ai été rejetée de tous mes groupes d'amis parce que j'ai défendu une de mes amies qui était accusée de transphobie parce qu'elle ne voulait pas avoir de rapport avec une personne trans non opérée en plus, et donc c'est tout un débat, et en fait du coup les deux se sont retrouvés totalement rejetés, supprimés de tous les groupes, plus de possibilité d'aller dans les réunions, de participer, et en plus insultés sur les réseaux sociaux. Donc il y a vraiment un rapport très sectaire d'emprise. Alors c'est incroyable, oui. Avis. Oui, il y a quelque chose qui m'étonne toujours quand on parle du wokisme, c'est que on a connu ce fossé qu'il y avait et même cette gauche très réfractaire à tout ce qui venait des États-Unis. Et finalement, on découvre avec le wokisme que d'abord, c'est une chose qui existe depuis un certain temps, depuis les Angela Davis et autres qui parcouraient depuis les Black Panthers jusqu'au wokisme aujourd'hui qu'elle incarne dans les universités et qui a pénétré pratiquement toutes les strates
strates des universités américaines, avec des disciplines offertes pratiquement pour devenir un bon wokiste avec toute la panoplie. Je me dis, mais comment ça a pu venir en France? Et puis finalement, je me suis éveillé, peut-être, à la question, aussi, à une réaction. C'est quand il y a eu effectivement l'affaire Traoré. Et avec l'affaire Traoré et Assa Traoré, il y a eu ce mimétisme de justement Black Lives Matter. Et on s'est retrouvé avec quelque chose qui, effectivement, était mimétique et a commencé finalement à se faire connaître à partir de ce moment-là. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est un point cardinal, en tous les cas, une charnière dans ce développement du wokisme en France ? Oui, c'en est une des strates. En effet, justement, on a voulu calquer encore une fois en France ce qui se passait aux États-Unis et comparer à Adama Traoré à un George Floyd. Sauf que le narratif et ce qui s'est passé n'était absolument pas le même. Et sauf qu'on se retrouvait nous aussi en France à devoir mettre un genou à terre. On nous comparait dans des histoires qui ne sont pas les mêmes sur des questions notamment coloniales. Et c'est pour ça qu'on a vu vraiment apparaître, même si c'était déjà quand même là, les mouvements indigénistes et les mouvements décoloniaux, mais là, on les a vus prendre de l'essor. Et justement, moi, j'ai discuté avec une des idées qui m'a donné envie de faire cette immersion, c'est de discuter donc avec des anciens militants qui en étaient revenus. Et moi, je discutais avec des anciennes militantes antiracistes et féministes et qui se disaient, mais moi, j'allais à toutes les manifestations d'Assa Traoré. Et sauf qu'au fur et à mesure, eh bien, je me suis rendu compte qu'en tant que femme blanche, ça devenait très compliqué pour moi d'être considérée comme antiraciste. Je n'étais qu'une adelphe, comme on dit, un soutien. Et donc, je peux retrouver, je peux être d'accord tout à fait avec votre propos. Et d'ailleurs, pour compléter mon propos, ma question, je me rappelle vous savez, ces manifestations étudiantes, et notamment à Tolbiac. Et il y avait eu une interview d'une jeune fille blonde et blanche, pour ne pas dire les couleurs, ça fait vraiment discriminatoire de dire des choses comme ça, mais enfin bon, on est obligé ici pour l'explication. Dire très clairement qu'elle était, quand on lui posait la question, mais vous êtes interdite de participer à un point de vue décolonial, etc. Ça ne vous gêne pas, vous qui êtes représentante de l'UNEF, ça ne vous gêne pas ? Et la jeune fille de répondre absolument, avec un grand sourire, absolument pas, c'est normal, c'est eux qui ont l'expérience, l'empirisme, etc. Mais c'était hallucinant, quoi. Et je dois dire que là, je me suis dit, mais c'est incroyable, ça commence de manière un peu abrupte, comme si c'était ex nihilo, parce que nous et les Américains, il y a une différence, et pourtant, ça semble, comme si on mettait un par-dessus sur soi, et puis que, voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est un par-dessus que je mettrai. Ça m'a étonné, ça m'a même surpris. L'exemple est très bon, et justement, celui que vous avez pris, moi, je l'ai vu concrètement, puisque là où j'ai observé finalement le plus de docilité, le plus d'obéissance et même d'approbation, ça venait de personnes blanches. Justement, j'en parle dans mon livre. L'événement le plus conséquent du livre, c'est la Pride radicale à laquelle j'ai participé en tant que service d'ordre. Et justement, mon travail, puisque je suis dite racisée, moi je déteste ces termes, je suis un peu comme vous là-dessus, et bien moi, mon travail, c'était de faire appliquer la non-mixité. Et qu'est-ce que c'est la non-mixité? C'est trier des gens selon leur couleur de peau, afin de laisser les personnes dites racisées entre elles. Et en l'occurrence, cet exemple que vous prenez, c'est ce que j'ai constaté réellement. La docilité, l'obéissance et l'approbation des personnes blanches qui s'excusaient en effet et qui allaient immédiatement se ranger en fin de cortège avec les autres personnes blanches. Alors, Nora Bussini, les wokistes ont un propre vocabulaire, à tel point que vous avez dû créer un lexique à la fin du livre. J'ai noté 70 mots exactement, comme un peu comme les pubistes ont un vocabulaire, ou les techs ont également un vocabulaire. Vous avez été, donc, je le disais à l'instant, de publier un lexique. Est-ce que vous pouvez j'ai envie de vous donner de vous poser une colle. Il y a des mots, c'était la première fois que je les lisais, quoi. L'agisme.
Alors, antiracisme, je sais, mais agisme, c'est quoi l'agisme? L'agisme, c'est faire une discrimination en fonction de l'âge. D'accord. Alors, il y a aussi la phobie, la romantique, la sexuelle, l'assignée. Là, on n'est que dans les A. Hein. Je vous dis, il y en a 30 comme ça. Est-ce que si vous n'avez pas ce vocabulaire wokiste, vous pouvez être un wokiste? Non, non. C'est pour ça que moi j'ai mis du temps. Au début, je me suis pas jetée dans le grand bain directement dans l'immersion. Je le raconte dans le livre. C'est vraiment dans la première partie qui s'appelle Mutation. C'est que j'ai vraiment voulu me faire un discours à des propos employés en allant beaucoup sur des groupes privés entre deux militants, en discutant avec eux, en voyant comment la rhétorique se crée aussi, parce que c'est avec les mots qu'on fait la pensée. Et justement, plus on va avoir une rhétorique, plus on va voir comment les idées peuvent se diffuser et se faire. Et donc, c'est vrai que c'est des mots, par exemple, tout à l'heure, j'ai dit le terme adelph. Voilà, adelph, moi, c'est un terme que je connaissais pas. Et en fait, je l'ai vu pour la première fois quand c'était marqué liberté, égalité, adelphité, à la place de fraternité. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est adelph? Et adelph, je le voyais partout. Et en fait, c'est un terme qui viendrait ne pas exclure les personnes non binaires des luttes fraternelle et sororelle. Donc en fait, le terme adelph permet de regrouper toute forme de soutien et d'être une véritable fraternité sans exclusion. Voilà, moi je ne connaissais pas ce mot-là. Une question d'Isabelle. Oui, moi je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'on n'entend pas plus parler du wokisme justement depuis le 7 octobre? Alors, en fait, le 7 octobre a eu aussi, funeste et terrible soit-il, a eu au moins le mérite de pouvoir éclairer sur les dérives et les fractures dans les milieux militants. Là où à l'époque, en tout cas dans nos médias, ils avaient quand même une large possibilité de s'exprimer, on a pu voir aujourd'hui la fracture notamment dans les milieux féministes en fait. Justement, c'est là qu'on a pu constater du coup que quand on entendait par exemple les slogans que moi j'ai scandés en immersion qui étaient « Victime, on te croit », eh bien, on a pu voir que, factuellement, lorsque l'on les transposait à une réalité qui était des femmes israéliennes victimes d'agressions sexuelles, là, on ne les croyait plus, on souhaitait des preuves. Et des exemples comme cela, on en a vu, mais pléthore s'afficher. C'est ce qui a créé un petit peu ce faisceau sur ces dérives-là, mais ces dérives qui existaient depuis très longtemps, en fait. Et d'ailleurs, quand on a vu les affaires qui ont concerné quelques personnes de LFI, on les a vus finalement revenir à des structures plus stalinistes, avec des comités de salut public et des conseils disciplinaires, et finalement qui n'ont pas beaucoup fait wokisme, en tous les cas dans la presse, mais quand il s'est agi de rappeler, après cette contre-enquête sur Depardieu et sur d'autres, là par contre on voit quelque chose d'absolument ahurissant, hallucinant, qui remet tout en question, la présomption d'innocence, mais enfin à peu près tout, et finalement avec cette affaire de ce pogrom du 7 octobre, il y a quelque chose qui semble les avoir pris à contre-pied. La réalité. Oui, tout à fait. La réalité. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous prenez cet exemple de présomption d'innocence. Pendant l'immersion, moi, pendant ma formation au service d'ordre, on nous a expliqué réellement que la présomption d'innocence n'existait pas. Et que, par exemple, si une victime potentielle venait nous voir en nous désignant quelqu'un comme son agresseur, on devait non seulement la croire immédiatement, mais en plus exfiltrer manu militari la personne désignée. Donc vraiment, ce concept de présomption d'innocence, dans les luttes militantes, en tout cas d'extrême gauche que j'ai infiltré, elle n'existe pas. Mais vous prenez le cas, par exemple, de monsieur Gérard Miller. En effet, là, on ne peut voir que le silence, il est total du côté de ses pairs et de ses soutiens politiques qui sont pourtant les premiers et surtout les premières à être promptes à réagir quand il s'agit d'autres personnes. Alors, les wokistes sont, c'est vous qui le dites, ou l'écrivez plutôt, sont souvent psychotiques, à tel point que vous-même, vous avez dû faire appel à un psy, juif évidemment, pour tenir le coup. Vous dites, je culpabilisais tout le temps et j'avais peur de blesser. Pourquoi? Et pourquoi cette psychanalyse? Alors, en fait, je me suis rendu compte que j'adressais quand même ce livre aussi à des parents. C'est des gens qui comprennent pas pourquoi leur enfant, leur ado peut changer d'un coup.
parlait en question de privilèges, d'oppression, de déconstruction, de discrimination constamment. Et je me suis dit, moi, je veux voir jusqu'à quel point ça va m'atteindre. Et pour ce faire, j'ai contacté Ruben Rabinovitch, qui est psy, mais qui est aussi l'auteur d'une note pour la Fondation Jean Jaurès sur les questions du wokisme, justement, qui connaît très bien le sujet. Et je me suis dit, je vais aller le voir un petit peu comme un débrief ponctuel de moments que j'ai passés pour voir à quel point je peux en venir à changer. Et vous parliez très justement de culpabilité. En effet, moi, j'ai passé absolument 1 an à culpabiliser de tromper, mais surtout à culpabiliser de mes privilèges. Au bout il a fallu quelques mois pour que je me demande ce qui faisait de moi une femme. Question que je m'étais absolument jamais posée de ma vie. Pareil, je me suis demandé si j'avais pas une islamophobie intériorisée, parce que moi, à titre personnel, je suis féministe universaliste, donc je prends des positions sur le port du voile et des positions sur lesquelles je n'ai jamais flanché. Et là, en l'occurrence, au bout d'à peine quelques mois, je me suis dit, mais que ça se trouve, finalement, c'est moi qui ne suis pas, qui me trompe depuis le début. Et cette culpabilité-là, je l'ai traînée pendant 1 an, en effet. Il y a quelque chose qui paraît franchement très, très, très inquiétant. C'est ce qu'on a connu avec la Seconde Guerre mondiale, c'est l'eugénisme, c'est-à-dire donc la pureté, chercher la pureté avant tout. Et là, franchement, je ressens quelque chose qui m'aide à comprendre pourquoi Horia Boutelja, par exemple, peut effectivement marcher aux côtés des wokistes. Parce que dans l'islam radical, il peut y avoir ce côté infaillibilité d'Allah, l'infaillibilité de l'islam. L'islam ne se trompe pas, et on n'a pas le droit de la discuter. Et finalement, dans le wokisme, on n'a pas le droit non plus de discuter, à tel point même que vous devez prendre la porte si des fois vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas racisé. Donc je me dis qu'il y a quelque chose finalement qui rapproche ce qui me semblait être a priori des extrêmes, finalement les rapproche dans ce côté vouloir être absolument pur de colonialisme, pur de sentiments hétérogènes, sentiments hétérosexuels. Donc il y a quelque chose ici qui avec votre livre m'a aidé à comprendre en tous les cas pourquoi ce rapprochement que je trouvais antinomique. Et je vais compléter, je vais compléter un peu ce qu'il dit. Excusez-moi, je l'interromps parce que en réalité, finalement, est-ce que le wokisme n'est pas un fascisme, une dictature des minorités, un racisme, un antisémitisme, un anti-Israël, tout ça réuni? Totalement. Là, à chaque fois chaque mot que vous avez prononcé, j'avais un exemple concret pour chacun. Par exemple, vous dites du racisme. En effet, moi, le racisme, je l'ai eu, puisque donc à la Pride radicale, qui a quand même réuni 40 000 personnes à Paris, hein, on ne parle pas d'un événement confidentiel. C'était 40 000 personnes à Paris. Toute l'organisation était donc en non-mixité, mais il y avait une hiérarchie dans les races. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord les personnes noires, après les autres afro-descendants, après les personnes maghrébines, après enfin on passait aux personnes transgenres et après aux autres personnes blanches. Voilà, donc déjà il y avait cette hiérarchie, hein, je l'explique, je la détaille dans le livre, il y avait même des plans explicatifs de l'organisation des cortèges, et d'ailleurs il y avait un tri donc intra-racisé entre eux-mêmes. Ensuite, vous me dites de l'antisémitisme. En effet, puisque alors les précédentes éditions, avant celle à laquelle j'ai participé, les personnes juives étaient de facto triées avec les autres personnes blanches, donc privilégiées. Et moi, justement, en formation, les organisateurs ont débattu de la question du privilège juif. Parce que eux-mêmes le disaient comme ça, ils ne savaient pas où trier les juifs. Est-ce qu'on les plaçait avec les blancs privilégiés ou pas? Finalement, il était décidé qu'on les laisse avec les autres. Mais finalement, et oui, c'est un fait, quoi qu'ils en disent, c'est difficile de reconnaître une personne de confession juive en la voyant. Donc, il s'est avéré que je suis la première à avoir trié de nombreuses personnes, des femmes, qui m'ont dit après, je suis juive, mais j'en ai tellement marre d'être dégagée avec les blancs que je m'en vais, en fait, et qui quittaient les lieux, justement.
C'est presque un pied de nez à l'histoire quand on sait que toutes les grands syndicats, les grandes associations de droits de l'homme, etc., en tous les cas, avaient nombre de juifs dans leur fondement, dans leur fondation. Je pense au MRAP, je pense à la LICA devenue la LICRA, et je pense bien sûr au syndicat CGT, etc. Donc on avait effectivement, alors là c'est presque une espèce de pied de nez à l'histoire et un révisionnisme, quoi, finalement. Tout à fait, et on l'a vu encore récemment en France avec le 25 novembre, la manifestation du collectif Nous Toutes, dont je parle dans le livre. Et en fait, cette manifestation-là, on a vu des femmes féministes juives venues défiler, qui se sont faites insulter, agresser, rejeter. Elles ont dû quitter les lieux des cortèges. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pu observer dans le livre. L'omniprésence d'un antisémitisme, il est jusque dans les facs. Dans l'immersion, je suis retournée à la faculté pendant quelques mois, qui est la fac de Saint-Denis. Il y avait une présence de messages antisionisme, et qui pour moi relève d'un antisémitisme, ni plus ni moins, et qui avait cette même obsession, cette même haine qu'ils ont pour la France, ils l'ont pour Israël. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment que ce sont des États colonisateurs et des États privilégiés qui viennent oppresser les personnes discriminées. Donc en fait, ce discours-là, cette rhétorique-là, elle est vraiment tout à fait présente dans les luttes, et elle l'était, hélas, avant le 7 octobre. Mais vous dites quand même, et vous terminez avec une note d'optimiste, votre livre, parce que vous dites que le wokisme, finalement, ça deviendra un épiphénomène. Expliquez-nous. Oui, alors c'est vrai que je suis un petit peu à contre-courant de tous mes confrères qui sortent des très brillants essais sur le sujet, et c'est peut-être parce que justement, alors c'est peut-être une naïveté de ma part, mais je suis la seule à être allée sur le terrain, et en fait j'ai pu voir à quel point ce sont des personnes qui ne sont absolument pas capables de s'organiser, qui passent leur temps à se rejeter les uns les autres, qui ne sont pas capables de garder une lutte cohérente. Il n'y a que un fractionnement et un éclat dans les luttes à chaque fois. Les uns et les autres sont inlassablement rejetés. J'étais par exemple dans une manifestation interdite aux hommes à Dijon. Et à cette manifestation, il y a eu une personne transgenre, donc c'est un homme qui a transitionné pour devenir une femme, qui a pris le micro et qui a dit qu'aujourd'hui le féminisme ne peut plus être incarné par une femme blanche, parce que une femme n'est pas capable de comprendre le féminisme, et que ça devrait être aux personnes trans de s'en emparer et de le représenter. Et donc du coup, je l'ai vu de plus en plus dans des manifestations interdites également aux hommes gays blancs. Et ça, le white gay, le gay blanc, on a vu justement avec l'élection, enfin la nomination de Gabriel Attal en tant que Premier ministre, on a vu que la plus grosse homophobie, la plus grosse haine qu'il a reçue, elle venait de militants woke LGBT. Donc en fait, c'est pour ça, que je suis optimiste, c'est parce que je vois justement qu'en fait, il y a une telle incohérence, il y a une telle faculté à ne pas être capable de s'entendre, et qu'en fait, je peux pas être alarmiste, pas du tout. Je peux pas être alarmiste de personnes qui sont capables de me dire qu'elles sont en souffrance parce que j'ai employé le pronom IL au lieu du prénom AL. Donc c'est vrai que je suis pas du tout, je vois bien qu'en fait, ils sont vraiment incohérents et ils sont de plus en plus inaudibles. Ou UL, d'ailleurs, UL, UL, il y a UL, il y a I2LE. Pensez-vous que le wokisme est son avenir, ou il va s'éteindre justement à force de pousser un peu tout le monde, hein, puisque beaucoup quittent la salle apparemment? Avant le 7 octobre, je vous aurais dit que je ne sais pas. Mais depuis le 7 octobre, je vois vraiment qu'il y a de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux. Alors ça crée des radicalités, hein, malheureusement, dans ces luttes-là, puisque par exemple, on le voit, il y a beaucoup de militants. Moi, j'ai côtoyé la Libération a sorti une énorme enquête sur le malaise au sein du collectif Nous Toutes, et surtout l'antisémitisme qu'il y a dans ces luttes-là. Et il y a plein de noms dans cette enquête et plein de collectifs dont je parle dans le livre. Et en fait, on en voit qu'il y a donc il y a une vraie fracture. Il y a de plus en plus de militants et de militantes qui quittent les collectifs, qui en fondent d'autres. Il y a des collectifs très beaux comme celui Nous Vivrons, justement. Et en fait, je me dis que c'est terrible qu'il en soit fallu une telle horreur pour que justement les gens se rendent compte qu'il y a de dérives et qui essayent d'avancer autrement, en fait.
Moi, il y aurait deux choses que je dirais. Est-ce que ça a un avenir? Est-ce que ça n'en a pas? Tout à l'heure, j'ai parlé de réalité, d'être confronté à la réalité. Être confronté à la réalité, c'est justement le 7 octobre. Voilà, des jeunes femmes qui manifestent, juives, manifestent, et elles sont rejetées devant les caméras. Et puis, il y a aussi cette autre réalité, celle où on met en place, le ministère de l'Éducation met en place des visites dans certaines écoles de trans, ou de jeunes femmes, ou enfin bref, en tous les cas des gens qui ont une bisexualité ou une sexualité. Oui, j'ai pas le lexique avec moi, donc j'ai du mal à trouver le vocabulaire. Mais donc voilà, en tous les cas, une sexualité à part. Et puis être invité dans les écoles. Et là, on voit, confronté à la réalité, une réaction des parents d'élèves, réaction de collègues d'autres écoles, d'autres établissements. Et finalement, voilà, quand on va peut-être un peu trop loin parce qu'on se sent émancipé, on sent qu'on peut aller encore un peu plus loin, etc., ben finalement, on joue contre son camp. C'est ce qui me semble. Mais dans le même temps, comme je disais tout à l'heure, avec toutes les études genrées qui s'installent au sein des universités, même des business schools, etc., je me dis, ben, si la réalité les rattrape, dans le même temps, il y a des gens qui travaillent en souterrain pour mettre en place des conditionnements, des raisonnements préfigurés, etc., etc. Je ne saurais pas dire s'il y a un avenir ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi déjà, je vais quand même reprendre ce que vous avez dit sur la question des personnes militantes LGBT qui sont invitées par l'Éducation nationale. En fait, il y a beaucoup de militants LGBT qui vont dire qu'il y a une manière quand même d'aborder la question avec les adolescents et qu'elle est importante d'être faite. C'est juste que il y a différents types de militants. À titre personnel, je ne suis pas du tout contre. Au contraire, je trouve que c'est important qu'on puisse parler d'homophobie. À des jeunes. Le problème, c'est quand il y a un prisme militant extrémiste et que ce n'est plus une question de témoignage, de lutte contre un harcèlement, et plutôt une question d'universalisme. C'est là que moi, ça peut m'inquiéter en fait, en l'occurrence. Après, pour revenir sur la question de l'avenir, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de militants qui ne sont pas forcément soutenus par les marques. C'est juste que les marques, que ce soit les marques, des personnes, des patrons, des choses comme ça, ont un petit peu peur de l'impact que ça peut avoir sur leur communication, en fait. Sur les réseaux sociaux, on a pu le voir, il suffit juste en 2 secondes d'un scandale pour que ça explose. Donc les gens ont plutôt peur d'une minorité extrêmement bruyante. Mais à partir du moment où on décide de ne pas leur prêter autant d'attention que cela, eh bien les choses peuvent avancer très facilement. Nora Bussini, ce sera peut-être la dernière question. En tous les cas, après le succès de ce livre, est-ce que vous vous sentez menacée? Alors en fait, je me suis pas eu à me sentir, je l'ai été. D'ailleurs, je le suis encore. Déjà, il s'avère que moi, je suis journaliste d'investigation à côté et je prends des positions depuis le 7 octobre. Je mène des enquêtes. Je mène des enquêtes sur les associations qu'on a en France, sur les universités. Je mène des enquêtes sur l'islamisme, sur les frères musulmans. Donc oui, je suis régulièrement menacée. Et le problème, c'est qu'à la sortie du livre, j'ai été réellement menacée. On a dû suspendre toutes les rencontres qui étaient prévues en librairie parce que je recevais régulièrement des menaces. Les insultes, j'en ai reçu plus d'1 millier en l'espace de 24 heures. Dès que Le Point avait sorti les bonnes feuilles du livre. Et en plus, ce qui était le plus fou dedans, c'était que la plupart des insultes que j'ai reçues, elles viennent de femmes militantes qui elles-mêmes sont les plus promptes à s'engager sur les questions de cyberharcèlement. Donc en fait, jusqu'au bout, je pense que les dévoués ne sont pas une contradiction près. Vous avez appelé votre livre « Les nouveaux inquisiteurs », si je peux me permettre, William. Et finalement, avec l'Inquisition, il y a quelque chose de commun. On disait à ceux qu'on allait finalement assassiner, c'était soit la conversion, soit la mort.
Et finalement, on ne dit pas autre chose dans ce milieu wokiste extrémiste, on va dire, peut-être pas celui peut-être de mode ou juste le temps de l'université, mais il y a quelque chose qui sent quand même un petit peu le soufre quand on lit le titre de votre livre, Les Nouveaux Inquisiteurs. Ça nous rappelle bien évidemment les deux grandes inquisitions. Exactement. C'est le terme, c'est mes éditeurs qui l'ont choisi. Je l'ai trouvé très juste parce que vous dites une mort, mais c'est exactement ça. C'est une mort. La cancel culture, le fait, c'est une mort sociale aussi. Quand on en vient à contacter vos employeurs, à contacter vos proches, à vous couper de toute forme de lien, ça entraîne évidemment, et ça a été prouvé, des tentatives de suicide. Les cabales créent ce genre de phénomène-là. Et oui, c'est une forme d'inquisition, c'est certain. Nora Bustini, merci. Je rappelle le titre qui vient d'être rappelé par avis, Les Nouveaux Inquisiteurs, puis un sous-titre, L'enquête d'une infiltrée en terre wok, chez Albin Michel. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.